Bonjour à tous. Il y a indéniablement une très forte attente en matière de solutions de cybersécurité. Qu'en est-il de l'offre française? Est-elle suffisamment pléthorique pour répondre à des besoins sur mesure? Est-elle suffisamment compétitive en matière de prix, mais également de technologie? Ces questions, je les poserai à mon invitée aujourd'hui, Aurélie Claire, qui est la présidente de Cyberbooster. Elle est en charge par le gouvernement. C'est le gouvernement qui l'a missionnée pour accompagner les nouvelles start-up de la cybersécurité. Deuxième partie de Smartech, on ira voir de l'autre côté de la toile, on ira regarder cette infrastructure d'Internet du côté du logiciel et du matériel avec un invité spécial. Là aussi, il est le créateur d'un nouveau protocole. Et puis on terminera avec notre chronique Où va le web et des actus qui arrivent autour de Horizon Worlds, ce nouveau monde créé par Facebook Meta. Mais tout de suite, c'est le moment donc de notre entretien sur la cybersécurité avec Aurélie Claire dans Smartech. Alors, on va parler de la qualité de l'offre de cybersécurité en France, qualité en termes, je dirais, de choix, en termes de prix, de technologie, avec mon invité, ma grande invitée aujourd'hui est Aurélie Claire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Cyberbooster, c'est la branche de l'accélérateur Axeléo qui est dédiée à l'accompagnement des startups de la cybersécurité. Cyberbooster a été créé à l'occasion d'un appel à manifestation d'intérêt émis par le gouvernement pour donc accompagner ces nouvelles entreprises qui veulent se lancer sur ce marché jusqu'à leur première levée de fonds. C'est ça à peu près? Aujourd'hui, c'est ça, oui. Est-ce qu'on manquait de porteurs de projets dans la cybersécurité en France? Est-ce qu'on manque de porteurs de projets en France? Le constat de base, c'est de se dire qu'on a un certain nombre de compétences technologiques en France, de savoir-faire. On est reconnu pour la qualité des ingénieurs, mais peut-être que parfois, ce qui pouvait manquer, c'était d'allier des compétences business à ces compétences technologiques. Et du coup, la nécessité, finalement, d'accompagner les profils un peu plus tech vers les enjeux business pour transformer, finalement, des technologies en solutions et des solutions en entreprise pour demain disposer de l'ensemble des solutions de cyber dont les organisations peuvent avoir besoin en France et en Europe. Parce que c'est peut-être une vision totalement déformée que j'ai, mais on a l'impression qu'il y a déjà énormément de solutions de cybersécurité sur le marché, que la question c'est plutôt sur l'adoption, peut-être sur l'adaptation aux besoins sur mesure des entreprises. Mais là, en créant des nouvelles startups, ça veut dire quoi? On veut créer de nouvelles solutions de cybersécurité? Je pense que la cyber, la réalité, c'est plus on va échanger de données, plus on va avoir des surfaces d'attaque importantes et plus on va avoir donc du coup des besoins de solutions en cyber. Donc déjà, c'est pas un marché qui est figé, c'est un marché qui est en croissance avec des besoins de plus en plus diversifiés, qui évoluent chaque jour et malheureusement un contexte de cyberattaque qui est toujours aussi actif et donc la nécessité de protéger et de protéger peut-être aussi plus d'acteurs qu'avant, c'est-à-dire on concentrait peut-être l'effort de sécurisation sur les grandes organisations. On sait aujourd'hui que toute organisation, publique ou privée, est susceptible de se faire attaquer. Donc, un, il y a de plus en plus de surface d'attaque et donc de plus en plus de besoins. Et deux, il y a de plus en plus d'acteurs qui ont besoin de se protéger et de mettre en place l'ensemble des dispositions. Donc c'est sur la question de l'alignement aux nouveaux besoins en matière de cybersécurité, où là, on a un ajustement vraiment à faire en France. Oui, en tous les cas, ce qui est important, c'est que les solutions qu'on développe, qui vont sortir, c'est qu'on s'assure effectivement qu'elles viennent effectivement s'aligner avec les besoins actuels et aussi les besoins futurs. Ouais. C'est-à-dire comment on crée, nous, notre mission, c'est de faire émerger les champions européens de la cyber. Et donc, l'idée, c'est plutôt d'aller investir sur les nouveaux terrains de jeu, là où il y a des nouveaux besoins et encore peu d'acteurs leaders, plutôt effectivement que d'essayer de créer une énième solution sur des sujets qui sont déjà bien couverts par les acteurs historiques. Mais c'est ça, on a encore des solutions en termes de technologie, on a encore des solutions à proposer qui soient différentes de celles qui existent déjà? Alors, nous, je vais twister un petit peu la question, mais nous, et c'est notre parti pris, et c'est là qu'on accompagne les entrepreneurs, on les accompagne plus sur les aspects marché et business. Et justement, cette notion de techno, on est un peu provocateur même avec les porteurs de solutions en disant à un moment donné, finalement, la technologie, dans un premier temps,
on va la mettre de côté, on vous fait confiance sur le fait que votre technologie soit la bonne, et puis on va se concentrer sur le marché. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut avoir la plus belle technologie, la plus performante, si elle ne répond pas à un besoin, ou si elle ne répond pas à un besoin qui est prioritaire pour les entreprises, malheureusement, ça ne se développera pas. Donc la question, elle n'est pas exclusivement, en tous les cas, sur la partie pertinence de la techno, mais sur, effectivement, l'usage, le cas d'usage, la solution, le profil aussi d'entreprise, les cibles qu'on va aller chercher, et de s'assurer, effectivement, que... et c'est parfois peut-être même le biais de ces profils techniques dont on parlait historiquement, initialement, de ce savoir-faire dans la cyber, qui est de dire j'ai une super techno, je vais en faire un produit. Nous, on prend le chemin inverse, qui est de dire en fait, on va aller surtout parler aux utilisateurs potentiels, on va aller parler au marché pour comprendre quels sont leurs besoins clés, pour s'assurer qu'on ne développe pas une très belle techno, mais qui derrière, malheureusement, ne rencontrera pas son marché. Donc tout le sujet est une question de marché de besoin, effectivement. D'accord, parce que moi, je me suis laissé dire qu'effectivement, on avait de très belles boîtes françaises dans la cybersécurité, mais que finalement, elles utilisaient beaucoup les technologies déjà existantes, notamment fournies par les éditeurs américains, et qu'on n'était finalement pas si créatifs, pas si innovants. C'est un sujet, c'est vrai que le rapport Wavestone le met en avant régulièrement en disant qu'il y a des nouvelles startups, mais finalement pas beaucoup sur les nouveaux terrains de jeu. On a, en bon français, des copycats de solutions existantes, et donc ce qui fait partie de notre mission aussi, et c'est pour ça qu'on n'est pas exclusivement aux côtés des entrepreneurs, mais qu'on fédère aussi l'ensemble des acteurs, et notamment nos partenaires qui nous donnent une bonne compréhension du marché, pour identifier ces fameux terrains de jeu, et puis pouvoir orienter aussi le sourcing, la recherche d'entrepreneurs et de solutions sur ces nouveaux terrains de jeu, là où il y a des besoins qui émergent. Donc c'est aussi notre sujet. Alors on démarre, nous on n'en a pas parlé, mais on a annoncé notre lancement il y a un petit peu plus d'1 an. Donc ça fait 1 an, on a accompagné 17 startups l'année dernière. Et donc on veut aussi progressivement pouvoir orienter aussi la recherche pour aller combler les trous dans les besoins du marché cyber. Alors, vous disiez donc 17 startups accompagnées sur cette première année pour Cyberbooster. Est-ce que vous avez des exemples déjà de nouvelles entreprises cyber françaises qui apportent quelque chose de nouveau sur ce marché? Dans les startups qu'on accompagne et qu'on accompagne toujours, je pense par exemple à Mindflow. Mindflow, c'est une startup donc française qui propose une solution d'orchestration du soir en bon cyber, no code. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres acteurs français. En tous les cas, il y a des acteurs américains qui émergent là-dessus, mais il y en a pas encore en Europe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, en tous les cas, on voit bien qu'il commence à avoir une belle traction et qui répond à un besoin qui n'est pas forcément aujourd'hui couvert et qui répond aussi à ce besoin aussi latent dans la cyber, qui est le manque de talent. Donc, comment on peut automatiser, comment on peut faire plus avec les mêmes équipes. Donc, voilà, je peux donner l'exemple de Mindflow, par exemple, qui vraiment apporte quelque chose de nouveau dans la cyber avec cette solution. Et vous nous dites, c'est comme ça, c'est en occupant des nouveaux territoires, pas totalement vierges, mais enfin sur lesquels on a encore peut-être une place à se faire, qu'on peut construire des entreprises qui vont passer à l'échelle, donc construire peut-être des géants dans la cybersécurité, qui soient français ou européens. Est-ce qu'il faut penser à l'échelle nationale ou européenne? Parce que Cyberbooster, c'est 100% français pour l'instant. C'est 100% français, mais la dimension, quand je vous disais, notre mission, c'est de faire émerger les futurs champions européens. La dimension et la dynamique, j'allais dire, elle est européenne. À mon sens, la stratégie nationale cyber, qui est à l'origine de la création de Cyberbooster, elle est dans cette logique de faire grandir la filière en France et en Europe, évidemment, puisque le terrain de jeu français reste très petit. Et au contraire, nous, on est assez persuadés que les startups, pour pouvoir se développer, il faut qu'elles pensent international dès le départ et non pas local. Donc oui, on intervient aux côtés des entrepreneurs français aujourd'hui. On peut très bien imaginer demain qu'on puisse accompagner des entrepreneurs qui viennent d'autres pays d'Europe et en tous les cas avec une ambition qui est l'ambition à minima du marché européen pour commencer. Demain, ça veut dire que ça fait partie de la stratégie, ça, de la croissance de Cyberbooster? Ça peut en faire partie. Aujourd'hui, nous, on est très...
test and learn. On a passé une première année, on a fait évoluer nos programmes. On veut cranter ce qu'on met en place, garantir notre leitmotiv, c'est d'optimiser la valeur que l'on peut créer aux côtés des entrepreneurs. Donc, on le fait progressivement, mais effectivement, faire entrer des startups européennes au sein de Cyberbooster et créer aussi demain un réseau européen, comme le Campus Cyber initie cette démarche-là aussi au niveau Europe, de structures qui accompagnent les startups de la cyber. Évidemment, ça va dans le sens de l'histoire. Et dans cette stratégie justement nationale sur la cybersécurité, il y a la création du Campus Cyber. Le premier, en tout cas, est à la Défense à Paris. Qu'est-ce que ça apporte pour comment je vais vous appeler, si vous n'êtes ni start-up studio ni accélérateur, une structure qui accompagne les jeunes start-up de la cybersécurité, qu'est-ce que ça vous apporte d'être au sein d'un campus cyber ? Alors, nous, Cyberbooster, juste pour préciser, donc on est porté par Axeléo et par le pool à Rennes. Donc, en fait, on a 2 implantations. Une implantation principale, effectivement, au sein du campus cyber et également une implantation à Rennes au sein du pool. Donc, le pool, c'est une structure qui accompagne les entrepreneurs en région Bretagne, qui porte notamment l'initiative French Tech Rennes-Saint-Malo et qui a toute sa pertinence sur la cyber, puisque Rennes est également un écosystème cyber très dynamique. Sur le campus, c'est une évidence, soit le lieu où il faut être, puisque c'est le lieu total. Je ne sais pas, tout le monde n'y est pas. Vous dites c'est une évidence. Je crois savoir que c'est plein, si j'en crois ce que dit le campus cyber, donc tout le monde ne peut peut-être pas y être non plus, faute de place, mais je crois qu'il y a une extension à venir. Mais en tous les cas, c'est le lieu où on va retrouver tous les acteurs de la cyber et aussi les bénéficiaires, c'est-à-dire l'écosystème. Donc pour nous, ça a énormément de sens et on voit aussi que pour les startups qui postulent chez Cyberbooster, la présence au campus cyber, c'est quelque chose qui leur parle, puisqu'ils savent qu'ils vont pouvoir accéder plus facilement, on va dire, à l'écosystème. Donc c'est assez logique d'être implanté, au campus cyber. Et donc là, depuis 1 an, vous êtes vraiment aux côtés, de manière très proche, de ces entrepreneurs dans la cybersécurité. Qu'est-ce que vous apprenez auprès d'eux ? Alors, on apprend l'humilité, je crois déjà, aux côtés des entrepreneurs, parce qu'on est toujours très admirative de cette détermination, de cet engagement, de ce choix, de ce risque de créer une entreprise, etc. Et puis après, je vais rebondir sur ce que je disais précédemment, c'est-à-dire l'importance du marché. On a des profils qu'on va souvent chatouiller un petit peu en disant en fait la tech on s'en fout, pour dire l'importance de ce marché et l'importance de se confronter, puisque si ça peut être un biais effectivement de dire j'ai une super tech, j'ai pensé à un produit, c'est génial, ça va changer la vie, mais en fait il répond aux problèmes de personnes et puis il y a la question de parler aussi le même langage que le décideur en entreprise, qui n'est pas un expert cyber forcément. Aujourd'hui, ça peut se décider au niveau d'un COMEX, mais dans une PME typiquement ou une TPE, on n'a pas forcément face à soi un expert de la cybersécurité ou une personne en charge de ce sujet-là. Le sujet des petites organisations, j'allais dire, est un sujet à part entière. On voit beaucoup de porteurs de projets qui arrivent avec cette cible-là. C'est une cible qui est complexe. Parce qu'effectivement, on a affaire à des non-experts. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de proposer des solutions qui sont faciles à prendre en main, qui ne bug pas. Et c'est un sujet particulièrement compliqué parce qu'il y a la notion aussi d'accès au marché, d'aller chercher ses clients avec des revenus moyens qui sont forcément plus faibles que sur les petites organisations. Donc c'est un vrai challenge que d'être capable de développer des solutions. Il faut plutôt être d'ailleurs une start-up de taille suffisante pour adresser ce marché ou une petite start-up ? On peut penser 2 choses, c'est-à-dire on peut se dire qu'une solution qui est éprouvée et qu'on dégraderait, ergonomiquement, pour la rendre plus facile d'accès à des non-experts de la cyber, est peut-être plus facile à les vendre, donc avec des acteurs qui seraient plutôt établis. Sur les nouveaux entrants, nous, on commence à voir aussi la pertinence d'avoir la plateformisation de solutions avec des plateformes qui auraient une capacité à
j'ai utilisé un mot bien anglais qui est bundliser, mais à aller associer à coupler plusieurs solutions qui répondent à des profils types de petites organisations. Mais on voit aussi, nous on accompagne par exemple la start-up Proactive, qui est basée à Gap, je le dis parce que c'est peu d'acteurs de la cyber à Gap. Oui, c'est bien, il faut les citer. Ouais. Et qui fournit des solutions clés en main, qu'elle vend notamment à pas mal d'hôpitaux et de mairies, et qui permet à travers un boîtier très simple qu'on branche en local, d'avoir une console de supervision de sa cyber avec les principaux risques et les principales actions à mener, et donc qui arrive à avoir finalement un outil simple en prise en main, pertinent au niveau cyber, et puis aussi qui accompagne en disant voilà, si vous faites ça, vous diminuez votre risque sur tel aspect, etc. Donc on le voit aussi, c'est possible, mais c'est particulièrement compliqué de monter effectivement une solution vers cette cible-là, parce qu'il y a un vrai problème d'accès au marché, de panier moyen et de simplicité de la solution. Ça permet de comprendre toute la difficulté de la mission d'ailleurs de Michel Vandenberg, qui est à la tête du campus cyber, qui travaille sur ce sujet de l'accompagnement des PME, des TPE sur leur cybersécurité. Je parlais des apprentissages, des enseignements que vous tirez auprès de ces jeunes entrepreneurs, pas forcément jeunes, mais enfin de ces jeunes startups. Ouais, c'est important de le dire. Il y a tout âge on peut entreprendre à tout âge, pardon. Parmi les enseignements, qu'est-ce que vous apprenez sur la manière dont on doit adresser les investisseurs? Comment est-ce qu'on va chercher de l'argent? C'est un sujet important, évidemment, quand on se met dans un modèle start-up. Qu'est-ce qu'ils savent faire, nos jeunes entrepreneurs, enfin nos jeunes start-up? On pense qu'elles savent faire. Finalement, lever des fonds, c'est aussi s'inscrire dans un pattern, dans un modèle attendu avec un certain nombre de critères. Donc nous, notre parti pris, c'est de dire plutôt on va mettre en connexion les porteurs de projets avec les fonds, plutôt ils vont comprendre finalement le modèle dans lequel, les exigences auxquelles ils doivent répondre, pour être capables de savoir à quel moment ils doivent lever et d'être plus efficaces dans leur levée. C'est pour ça qu'autour de nous, on a aussi un certain nombre de fonds et on est ravis de ça parce qu'on est porté aussi par les fonds. On avait notre comité de sélection fin janvier, on avait, je crois, 6 ou 7 fonds qui étaient présents au comité de sélection et qui, du coup, déjà, rien que ça, même en comité de sélection, rien que les retours qu'il y a, c'est déjà un apprentissage pour les entrepreneurs. Ouais. Et puis derrière, on va créer des liens tout au long du programme pour qu'effectivement, il y ait cette compréhension, en fait, des critères des fonds et donc faciliter. Et puis, on est aussi là pour mettre en lumière, j'allais dire, les porteurs de projets, auprès des fonds évidemment, mais aussi auprès de leurs clients potentiels, auprès des institutions, etc. Donc oui, c'est important effectivement d'acquérir cette culture, j'allais dire, au sein de l'investisseur, parce que c'est quand même assez hermétique quand on arrive et quand on a un profil même pure tech ou pas d'ailleurs, il faut quand même comprendre comment ça marche et c'est pas évident de savoir à quel moment on lève, auprès de qui, est-ce qu'il faut faire une levée, est-ce qu'il n'y a pas d'autres systèmes de financement avant d'être prêt à aller sur son marché, etc. Ouais, donc là, on a réfléchi ensemble sur les défis autour de cette offre française pour qu'elle soit compétitive en matière de technologie, que l'offre soit suffisamment adaptée aux attentes du marché. On n'a pas parlé de la question du prix. Est-ce qu'on est compétitif aujourd'hui en matière de prix sur la cybersécurité? Est-ce qu'on peut l'être d'ailleurs? Oui, je pense qu'on peut l'être. Ouais. La question est plutôt de savoir... Enfin, la difficulté dans RSSI, c'est qu'aujourd'hui, il exploite une kyriade. Moi, je dis c'est un peu une ruche avec plein d'alvéoles qui sont exploitées. Et donc, la question des startups, c'est que souvent, elles vont proposer une solution sur une de ces alvéoles, ce qui est une difficulté supplémentaire de rajouter un produit, que le prix de l'alvéole, forcément, il s'inscrit dans une totalité, donc il est forcément limité, et qu'il y a aussi des acteurs qui sont déjà présents, qui ont des solutions plus complètes et qui parfois offrent des modules supplémentaires, soit pratiquement gratuitement, soit à des prix limités. Donc, tout l'enjeu, j'allais dire, c'est encore une fois ce démarrage, et c'est pour ça que nous, dès le début, on les branche au marché, on les branche aux utilisateurs, pour être sûr que ce qu'ils adressent a de la valeur. C'est sûr que si ce qu'ils adressent, c'est pas indispensable, c'est utile mais pas indispensable, ça va être plus compliqué d'aller le facturer à un prix significatif versus à quelque chose qui devient indispensable. Donc tout l'enjeu, c'est de s'assurer qu'on va développer des solutions qui sont
indispensables aux organisations, qui vont devenir un incontournable des organisations pour pouvoir avoir un prix qui soit correct, et compétitif et en même temps qui permette de développer un business. Et puis il y a l'autre enjeu, c'est l'enjeu des compétences. Vous nous dites aujourd'hui on a des bons experts en France. Est-ce qu'on en a suffisamment? Est-ce qu'on est capable de les recruter pour nos propres entreprises aussi? Alors, est-ce qu'on en a suffisamment? Non. Je pense que quand on arrive dans le milieu de la cyber, la première chose qu'on entend, c'est ce manque de talent à tous les niveaux. De talent technique, parce que dans une entreprise, on manque de beaucoup de talents, mais aussi sur, justement, mieux répondre au marché, c'est des talents marketing, des talents commerciaux. J'allais dire particulièrement technique, mais globalement sur l'ensemble des talents. Ouais. Je pense qu'il y a un enjeu et qui est... que Michel Vandenberg porte particulièrement, qui est celui d'ouvrir la cyber, de faire connaître la cyber aux lycéens, de faire connaître la cyber à différents profils, pour dire que la cyber, Michel dit toujours, c'est pas que des suites à capuche, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de métiers dans la cyber, il y a plein de métiers aujourd'hui, il y a plein de métiers à créer dans la cybersécurité, qui sont pas exclusivement tech. Donc ça, il faut le faire savoir. Et ni exclusivement masculin. Aurélie Claire, vous en êtes la preuve d'ailleurs. Non, mais c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'aller chercher des femmes dans la tech, c'est un double challenge. Des femmes dans la tech, dans la cyber, c'est un double challenge. Mais il y a des réservoirs féminins qui sont plus accessibles sur d'autres fonctions de la cyber. On parle du juridique, on parle du marketing, on parle de tous ces besoins de la cyber. Et effectivement, il faut ouvrir la cyber. Effectivement, on a une équipe assez féminine au sein de Cyber Booster pour dire que c'est un milieu où les femmes sont bien et sont bienvenues, les femmes et les jeunes, parce que c'est aussi un sujet. Il y a des écoles qui s'ouvrent, elles ne sont pas forcément toutes complètes dans les formations. Donc il y a aussi faire connaître tous les enjeux de la filière cyber aussi aux jeunes et montrer en quoi il y a des potentiels sympathiques dans la cyber et surtout prometteurs. Donc ça fait partie de vos missions aussi avec Cyber Booster? Ça ne fait pas partie de nos indirectement missions cœur, mais nous, on veut faire notre part sur ces sujets-là. On doit faire notre part, on doit aider la cyber à devenir aussi plus fun. Bon, le temps passe très vite. Peut-être terminer sur l'actualité de Cyber Booster. Qu'est-ce qui va se passer là dans les mois qui viennent? Parce que vous avez un an. Ouais. Les prochaines étapes, Aurélie Claire, quelles sont-elles? C'est le nouveau programme, puisqu'en fait, nous, on a l'habitude de dire qu'on est nous-mêmes une start-up. Donc, on a fait finalement notre POC, notre test en 2022 avec les premières start-up. Et donc, fort de ça, on a fait évoluer nos programmes. On sort un nouveau programme. On a sélectionné les start-up, ça y est. On a sélectionné 8 start-up qui vont démarrer ce nouveau programme, qui est plus exigeant encore, qui est plus intensif, puisqu'on va les avoir un peu plus de 12 semaines, 2 jours par semaine avec nous, quasiment chaque semaine. Donc il y a 12 sessions comme ça de 2 jours, très exigeantes, très intensives, avec des experts, des mentors, des entrepreneurs. Qui sont les partenaires de ces programmes? Alors les partenaires... Déjà, globalement, je l'évoquais, on a les institutionnels, l'ANSSI est à nos côtés, nous aide à sélectionner les startups, la DGA aussi. On travaille avec des académiques, avec l'INRIA par exemple. 3 des 17 startups de l'année dernière sortaient du Startup Studio de l'INRIA, avec l'IMT, pour toutes les dimensions justement technologiques que vous évoquiez, sur comment on s'assure qu'on a une tech à l'état de l'art et même... presque en avance, j'allais dire. On a les fonds, on en parlait, on a des entrepreneurs de la cyber ou d'autres sujets aussi, puisque les apprentissages sont riches. Et puis, on a nos partenaires corporate qui, eux, nous donnent cet accès au marché, cette connaissance du besoin. On peut compter aujourd'hui sur Capgemini, sur OnePoint, sur la Française des Jeux, et puis également... Où vous avez passé 17 ans dans votre carrière, oui, à la Française des Jeux, donc ça les a forcément des... sensibilisés au sujet, j'imagine. Je pense que vous étiez responsable de l'innovation. J'étais directrice de l'innovation, oui, quand j'ai quitté FDJ. Bon, d'accord. Sur autre actualité, moi j'avais noté aussi que vous candidatiez pour la mise en place de l'accélérateur cyber. Oui, on a candidaté il y a un an. Le dossier avance, donc on croise les doigts pour pouvoir mettre en place cette nouvelle brique d'accompagnement. On attend les... Donc c'est-à-dire que non seulement vous prendrez des startups de leur création jusqu'à leur première levée, mais vous pourrez les accompagner jusqu'à une deuxième levée? L'idée, ce serait de couvrir de 0 à effectivement la série A. Avec différents types d'accompagnement en fonction de la maturité. Donc on attend le résultat et on espère pouvoir... Incessamment sous peu, je crois. Oui. Merci beaucoup. C'était le grand entretien avec Aurélie Claire de Cyber Booster. On a parlé des arcanes de la cybersécurité. On va maintenant parler des arcanes de la toile d'Internet.
Deuxième partie de Smart Tech, bienvenue à tous. Vous êtes de retour sur notre plateau où on parle du numérique, on parle de technologie et d'innovation tous les jours ici sur la chaîne Bismart. C'est le moment de notre grand rendez-vous de découverte du monde du libre, du logiciel, du matériel open source. Et là, on va regarder plus précisément ce qui se passe derrière la toile du côté des infrastructures, du côté de l'infrastructure Internet. Ce grand rendez-vous du monde du libre, il est incarné par Jean-Paul Smets régulièrement. Merci beaucoup Jean-Paul, bonjour. PDG de RapidSpace, et aujourd'hui vous êtes venu accompagné de Julius Krobotchev qui est maître de conférences en informatique au laboratoire de recherche en informatique fondamentale de l'université Paris-Cité, et vous êtes l'auteur d'un protocole de routage approuvé par l'IETF, autrement dit une référence mondiale. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous propose, avant qu'on engage la conversation ensemble, qu'on pose un peu le sujet ensemble d'abord, Jean-Paul. Le sujet, donc, c'est Internet, son infrastructure, ce qu'il y a derrière la toile mondiale, les équipements réseau, ces protocoles de routage. Et ma question, c'est sur quoi repose justement précisément cette infrastructure? Est-ce que le logiciel libre y est présent? Est-ce qu'on trouve des matériels même en open source ou uniquement des technologies propriétaires? Est-ce que derrière la toile, c'est aussi un monde de GAFAM, Jean-Paul? Donc en fait, derrière, c'est surtout des commutateurs et des routeurs qui relient des fibres optiques. C'est ce qu'on appelle l'infrastructure fixe. C'est quelque chose où on était les numéros 1 en France il y a 30 ans avec Alcatel. Et c'est un sujet que peu de gens en fait comprennent bien. Donc Julius Krobotchev, qui est là, est un des rares à connaître un peu le sujet en France. Il y a longtemps, tout fonctionnait avec des systèmes... C'est-à-dire qu'on a non seulement perdu des places, mais on a perdu les compétences aussi. On a perdu, pas tout à fait, elles sont parties dans des PME, on va voir ça. Mais on a perdu les places, ça c'est sûr. Et au début, en fait, tout fonctionnait plutôt avec Unix et des logiciels libres. Tous les protocoles libres ont été récupérés par Cisco. Cisco a construit un empire pour devenir le champion incontesté de toute l'infrastructure Internet. Et aujourd'hui, on est dans une situation où Linux, aujourd'hui, met en œuvre à peu près tous les protocoles de réseau, mais uniquement sous une forme à l'avant-garde, plutôt pour de la recherche et développement. Et Cisco lui-même utilise des technologies complètement propriétaires comme Juniper, comme Huawei, pour faire passer le gros du trafic sur des puces de chez Marvell, de Broadcom, des entreprises comme ça. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'Européens. Alors il en reste. Par exemple, Almae Technologies à Marcoussis fabrique les lasers qui éclairent les fibres. En Microtik, en Lettonie, fabrique des très bons switches et des très bons commutateurs d'entrée de gamme. On a Equinox en France qui fabrique des commutateurs haut de gamme et Nokia des routeurs. Et le français Sixwin est un des leaders de la virtualisation. Mais ce sont souvent des anciens d'Alcatel ou de Thales qui sont partis fonder des PME. Et aujourd'hui, l'Europe des infrastructures, c'est une noria de PME très innovante, mais avec un accès au marché relativement limité. Donc c'est là qu'on retrouve les talents dont on parlait au départ. Et le logiciel libre dans tout ça? Alors en fait... il y a une grande révolution qui est arrivée à peu près 10 ans, qui est le matériel libre de réseau, qui s'est un peu construit en opposition aux exagérations tarifaires de Cisco. Alors, il faut que je rappelle un peu comment fonctionne un système de réseau. L'idée de base, c'est le paquet. Le paquet, c'est quelque chose dont l'un des créateurs est Louis Pouzin en 72 avec le réseau Cyclade. Et pour comprendre ce que c'est un paquet, on va prendre une métaphore, le courrier. Donc quand on envoie un courrier, le contenu, la lettre, c'est ce qu'on met dans l'enveloppe. Et l'enveloppe, on écrit l'adresse du destinataire. Donc si par exemple Bismart dans le 8e veut écrire à l'Élysée dans le 8e, l'adresse est Élysée. Bismart apporte le courrier au bureau de poste du 8e qui voit que c'est pour le 8e et ça ressort tout de suite pour une distribution locale. Mais si l'adresse est RapidSpace à Lille, le bureau de poste va voir que le destinataire n'est pas le bureau de poste du 8e, mais Lille, donc va envoyer la lettre au bureau de poste de Lille, qui va en assurer la distribution locale à RapidSpace. Et ça, c'est l'idée du routage, qui en fait fonctionne exactement pareil sur Internet, sauf qu'au lieu d'avoir des adresses postales, ce sont des adresses IP, et au lieu d'avoir des courriers papier, ce sont des données numériques dans les paquets IP. Alors là, j'ai un exemple de commutateur, qui permet de bien comprendre comment ça marche. C'est un commutateur à 48 ports de distribution locale et 4 ports de distribution distante. Quand une information rentre pour une distribution locale, donc une adresse locale par la flèche verte, elle ressort par l'un des 48 ports. Et quand elle est destinée à un site distant et donc il va passer par d'autres routeurs, elle rentre par la flèche verte et va sortir par la flèche bleue. Et ce qui joue le rôle du postier
qui lit les courriers, les trie et les envoie aux bons endroits. C'est ce qui s'appelle la TCAM, c'est-à-dire une mémoire associative adressable par contenu voilà. ternaire. Et c'est vous qui m'avez tout appris. Hein. Voilà. Et la TCAM, qui est au cœur du switch, joue le rôle du postier et est capable de trier 1 milliard de paquets par seconde, quand un noyau Linux n'est pas capable d'aller à plus que 10 millions à condition d'avoir été optimisé. Mais cette TCAM, qu'on appelle aussi le plan de données, a besoin d'être configurée par un petit serveur, un peu comme un Raspberry Pi, qui va lui indiquer les règles pour lire les adresses et les envoyer par les bons ports. C'est ce qui s'appelle le plan de contrôle. D'accord. Et aujourd'hui, la situation, c'est qu'en fait, à l'origine, les seuls à savoir faire des TCAM, c'était Cisco. Cisco faisait des TCAM de diverses tailles, correspondant à diverses gammes de produits, la série 1000, 2000, 3000. Quand une entreprise grandissait et qu'elle avait besoin de plus d'adresses IP et donc de TCAM plus grandes, elle devait jeter à la poubelle tous ses routeurs et commutateurs et les remplacer d'un coup par un modèle beaucoup plus cher, ce qui a créé quelques irritations chez les acheteurs. Donc vers 2010 est arrivé en fait avec Broadcom des TCAM non Cisco, complètement génériques, et Facebook a décidé de demander à des constructeurs à Taïwan de fabriquer des commutateurs en matériel libre sur la base de TCAM de chez Broadcom. C'est ce qu'on voit avec aujourd'hui le commutateur Wedge 16X d'un bleu vif à la Facebook. Et c'est ainsi que vers 2010, le plan de données est devenu du matériel libre. Donc aujourd'hui, le libre, c'est devenu le standard pour les équipements réseau. Le matériel libre, oui. Et pour le plan de contrôle, c'est également le cas, puisqu'en fait, depuis 2000, à l'Université Charles, en République tchèque, on a créé le logiciel Bird qui permet en fait de configurer automatiquement des TCAM avec les règles de routage. En 2005 au Japon, Kunihiro Ishiguro et Yoshinari Yoshikawa ont créé le projet Zebra qui s'appelle aujourd'hui FF Routing, auquel a participé Sequin et qui est maintenant sous le contrôle d'NVIDIA. Facebook a poussé une sorte de BIOS libre pour configurer les commutateurs qui s'appelle ONIE. Facebook a également poussé un Linux minimal pour alimenter tous les commutateurs fabriqués à Taïwan et qui sont du matériel libre. Et aujourd'hui, Acton, par exemple, publie un système libre de gestion de routeurs qui s'appelle AOS. Microsoft a publié Sonic, qui est utilisé dans Azure et qui est utilisé aussi par Criteo. Donc, à peu près tout aujourd'hui est libre. Mais pas dans le logiciel, si je comprends bien. Alors, pas dans la TCAM. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si le plan de contrôle est libre, le petit bout de logiciel pour configurer la TCAM est complètement secret. On est obligé de signer des accords de confidentialité. Donc, quand quelqu'un invente un nouveau protocole de contrôle de réseau, il va se retrouver bloqué à ne pas pouvoir le mettre en œuvre sur le matériel de l'Internet parce qu'il n'a pas accès à ce petit bout de logiciel propriétaire pour configurer les TCAM. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a 20 ans, l'Internet, c'était l'empire de Cisco. Aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est que l'infrastructure de l'Internet est contrôlée par les fabricants de TCAM qui ont tous été rachetés par Intel, Nvidia et par les majors de la microélectronique. Il reste cependant le monde du plan de contrôle où des chercheurs comme Julius Krobotchek développent des nouveaux protocoles qui permettent de réduire le délai de transmission des informations ou d'automatiser le réseau et qui sont aujourd'hui normalisés à l'Internet Engineering Task Force, l'IETF. Et donc, grâce à Jean-Paul Smets, nous avons Julius Krobotchev en plateau. Merci beaucoup. Donc, je rappelle, vous êtes maître de conférence en informatique et l'auteur du protocole Babel. Donc, nouveau protocole. Qu'est-ce qu'il apporte ? Alors, quand j'ai commencé à travailler sur Babel, il y avait naturellement un certain nombre de protocoles de routage. Donc, il y avait un certain nombre d'implémentations de plans de contrôle. Et ces implémentations étaient assez spécialisées. Donc, il y avait une certaine collection de protocoles qui étaient prévus pour des grands réseaux stables, bien administrés. Et puis, à l'opposé, il y avait des protocoles qui étaient prévus pour des petits réseaux instables, dans lesquels vous ne savez pas ce qui se passe. Et j'ai regardé tout ça et je me suis dit que ça causait certains problèmes. Si vous avez un réseau qui est partiellement un réseau stable, partiellement un réseau sans fil qui bouge, et est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose qui fonctionne de façon satisfaisante dans une vaste plage de circonstances différentes ? Alors,
j'ai fait ça. À l'origine, c'était un hobby, c'était pas mon sujet de recherche principal. Que j'ai commencé un samedi matin, je me disais d'ici dimanche j'aurai fini. 15 ans plus tard, j'y suis toujours. Et puis finalement, il s'est avéré que j'ai réussi à obtenir quelque chose qui fonctionne effectivement dans une vaste plage de circonstances et qui simultanément reste compétitif, pas meilleur, mais reste compétitif avec des protocoles spécialisés dans chacun des domaines où ces protocoles-là sont spécialement adaptés. Donc ça veut dire que c'est un protocole de routage qui fonctionne aussi bien pour des communications sans fil, en Wi-Fi, ou des communications fixes? Tout à fait, qui fonctionne aussi bien dans des grands réseaux administrés que dans des petits réseaux, par exemple dans des PME où il n'y a personne dans le travail principal d'administrer le réseau, qui fonctionne dans des situations dans lesquelles les liens se cassent, les liens se brisent, les nœuds se déplacent, et qui a des performances satisfaisantes, comparables au protocole traditionnel dans des réseaux très stables. Jean-Paul, vous utilisez ce protocole, vous? Alors, je l'utilise depuis des années, parce que grâce à ce protocole, je n'ai pas besoin d'administrateur réseau. D'accord, parce que justement, la référence à la PME, j'ai pensé à votre activité. Quels sont les usages? À quoi va-t-il servir? À qui va-t-il servir principalement? Alors, c'est pas tellement à moi de D'ailleurs, je voir. parle au futur, mais c'est au présent. Donc, Il est déjà utilisé oui, aujourd'hui. donc, à quoi il va servir? Eh bien, quand vous développez quelque chose, les gens font des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Oui, Donc, je préfère plutôt vous dire à quoi il sert aujourd'hui. oui. Alors, il a eu un modeste succès dans le milieu des réseaux maillés. Alors, les réseaux maillés, c'est un rêve des années 2000-2010, qui est l'idée d'avoir des réseaux communautaires dans lesquels il n'y a pas d'administration, où les choses s'auto-organisent. Alors, ça a un petit peu perdu en vitesse à cause de la 4G, parce que l'accès à l'Internet n'est plus quelque chose d'aussi précieux qu'à l'époque aujourd'hui, parce que nous avons tous un accès à Internet dans la poche. Mais il y a encore pas mal d'associations qui essayent de développer ça. Pourquoi? Et dans ce milieu-là, Pourquoi ils se tournent plus favorablement vers ces réseaux mèches, maillés? alors, c'est le vieux problème des GAFAM, c'est est-ce qu'on a envie de remettre toute notre vie dans la main de grandes corporations dont les intérêts sont peut-être pas les mêmes que les nôtres. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est en train de rejeter les choses commerciales, mais c'est un milieu dans lequel on se méfie un petit peu de cette dépendance et on aimerait avoir une infrastructure indépendante qui n'est pas forcément liée à ça. Alors, Et donc, on trouve des associations? il y a des associations, donc c'est quelque chose qui est assez populaire en Allemagne. Oui. Ça l'était en France à une époque, mais l'excellent travail qu'ont fait les opérateurs français pour donner de la DSL d'abord et ensuite de la fibre pas chère a fait que ça n'a pas vraiment pris en France. Il y en a aussi aux États-Unis, il y en a en Italie, en Grèce. Donc ce sont des associations qui fournissent... Ah oui, et j'oublie le principal en Catalogne. Et ce sont des associations qui font un accès à Internet communautaire, pas forcément gratuit, mais sans profit, sans motif de profit. Et donc, qui jusqu'ici pouvaient construire ces réseaux communautaires, ces réseaux maillés, avec des protocoles qui n'étaient pas suffisamment fiables ou stables? Alors, ils étaient construits avec des protocoles qui étaient spécialisés pour ce type de réseau. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une infrastructure filaire stable, Ouais. accompagnée de morceaux maillés Ouais. au bord du réseau, vous vous retrouvez soit utiliser un protocole spécialisé pour réseau maillé, qui est donc inefficace dans la partie filaire, soit, au contraire, vous êtes en train d'utiliser un protocole pour réseau stable, qui, lui, va avoir de très mauvaises performances dans la partie sans fil autour. Donc là, avec votre protocole qui fonctionne dans tous les cas de figure, finalement, ça veut dire que ça apporte une dimension supplémentaire à ces réseaux maillés. Est-ce qu'on pourrait voir ces mèches se développer davantage, vous pensez, demain dans le monde? Alors, Vous parlez de la réaction face aux GAFAM, c'est quand même un sujet c'est toujours plus d'importance facile de aujourd'hui. prévoir le passé que l'avenir. Mais donc, je pense que la communauté que les opérateurs de téléphonie ont fait un excellent boulot pour donner de l'Internet pas cher et stable aux utilisateurs. Alors, vous citiez tout à l'heure les problèmes que vous aviez pour capter le réseau à certains endroits. Mais à part certains dysfonctionnements, il faut dire qu'ils ont fait un travail remarquable et à des prix qui sont compétitifs. Donc, je pense que dans une situation où c'est tellement confortable et tellement peu cher d'avoir Ouais. accès à la 4G, il me semble difficile que les réseaux communautaires s'étendent au-delà d'un certain milieu. Jean-Paul? Je pense que le sujet de la résilience est un sujet important pour ce Oui. type de protocole, parce que moi, ce que je veux dire, c'est qu'on l'utilise dans les pays où parfois l'Internet est coupé, donc on prend deux connexions,
Et on se retrouve dans une situation où on arrive toujours à continuer à communiquer. Quand l'une des liens tombe, on utilise l'autre et ça nous donne la résilience. Par exemple, dans le contexte de guerre en ce moment en Ukraine, c'est utilisé ? Non. Dans ce contexte-là, ils sont plutôt passés sur l'Internet par satellite. Oui, d'Elon Musk. C'est plutôt ça. J'ai bien vu. On a beaucoup parlé d'Elon Musk, mais ce n'est pas la seule Pas seulement. technologie qui est utilisée. Sauf que, bien entendu, on n'a pas les détails sur ce qu'ils font dans une situation de guerre. Oui. Comme vous êtes l'auteur d'un protocole Internet donc validé par l'IETF, c'est-à-dire que c'est un standard aujourd'hui mondial, vous avez fréquenté les pères fondateurs du réseau ? Alors, Vous êtes entré dans ce cercle restreint ? Fréquenter, c'est un grand mot. Plutôt, j'ai eu le plaisir d'en rencontrer quelques-uns. Est-ce que vous partagez ensemble la même vision d'Internet ? Oui, je pense que là, il n'y a aucun doute. Leur vision est assez claire. C'est pas tellement qu'on la partage, c'est qu'on a été formé à leur vision. Ouais. C'est plutôt, je le présenterai comme ça. Donc, il y a une vision d'un système ouvert, d'un système qui ne dépend pas d'un constructeur particulier. Alors, vous savez, je veux dire, avant de venir... Oui. Oui, juste un mot de conclusion, parce qu'on me dit que ça y est, on arrive au bout du temps qu'on a ensemble. Oui, je voulais dire que la vision, c'est principalement le problème des systèmes ouverts et indépendants des constructeurs. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de vous entendre, excusez-moi, discuter avec des collègues. Vous étiez en train de préparer une vidéoconférence. Vous avez été obligé de vous mettre d'accord sur un logiciel particulier d'un constructeur particulier. Absolument. Et la vision des systèmes ouverts, c'est une situation dans laquelle vous envoyez un mail sans vous intéresser au logiciel qu'utilise la personne qui le reçoit. Merci beaucoup, Julius Krobotchek. Merci beaucoup, Jean-Paul Smets. À suivre tout de suite notre chronique Où va le web. Alors, c'est notre regard quotidien au futur possible, justement, d'Internet, du web. Et là, on va s'intéresser à Horizon Worlds avec une actualité autour d'une nouvelle cible à capter, les adolescents. Les ados, nouvelle cible d'Horizon Worlds. Meta ouvrira désormais son métavers aux adolescents de 13 à 18 ans, alors que l'application leur était jusqu'ici interdite. Selon une note interne récupérée par le Wall Street Journal, cela pourrait même arriver dès le mois prochain. Ce revirement, on peut l'expliquer par son objectif affiché d'améliorer la rétention des utilisateurs. Sur Horizon Worlds, le taux de rétention serait particulièrement mauvais, autour de 11% en janvier, ce qui signifie qu'une personne sur 9 continue d'utiliser l'application. Après un mois, Meta souhaite faire passer ce chiffre à 20%. Pour y parvenir, il s'agit donc de cibler les adolescents et les jeunes adultes. Selon le vice-président d'Horizon Worlds, ils seront les véritables citoyens numériques du métavers. Une conviction qui ne date peut-être pas d'hier d'ailleurs, puisque les casques de réalité virtuelle de Meta avaient déjà été conçus pour s'adapter à de jeunes utilisateurs de 13 ans. Pour ceux qui n'auraient pas de casque, elle chercherait aussi à accélérer le développement d'une version 2D d'Horizon Worlds qui serait cette fois accessible depuis un téléphone ou un navigateur. Il reste encore à résoudre la question de la protection des données. Et avec les enfants, la question se pose d'autant plus. Meta promet sur ce sujet de mettre en place des outils de gestion de l'âge et des protections adéquates. C'était Smart Tech. Merci beaucoup Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, Julius Krobotchek, auteur du protocole Babel, de m'avoir accompagné pour cette fin d'émission. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.